Lecture de Ourika, une nouvelle de Claire de Duras de 1823. Ourika. This is to be alone. This is solitude. Byron. C'est ça qu'on appelle être seul, c'est ça la solitude. Introduction. J'étais arrivée depuis peu de mois de Montpellier et je suivais à Paris la profession de la médecine lorsque je fus appelée un matin au faubourg Saint-Jacques pour voir dans un couvent une jeune religieuse malade. L'empereur Napoléon avait permis depuis peu le rétablissement de quelques-uns de ces couvents. Celui où je me rendais était destiné à l'éducation de la jeunesse et appartenait à l'ordre des Ursulines. La Révolution avait ruiné une partie de l'édifice. Le cloître était à découvert d'un côté par la démolition de l'antique église dont on ne voyait plus que quelques arceaux. Une religieuse m'introduisit dans ce cloître que nous traversâmes en marchant sur de longues pierres plates qui formaient le pavé de ces galeries. Je m'aperçus que c'étaient des tombes, car elles portaient toutes des inscriptions pour la plupart effacées par le temps. Quelques-unes de ces pierres avaient été brisées pendant la Révolution. La sœur me le fit remarquer, en me disant qu'on n'avait pas encore eu le temps de les réparer. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'un couvent. Ce spectacle était tout nouveau pour moi. Du cloître, nous passâmes dans le jardin, où la religieuse me dit qu'on avait porté la sœur malade. En effet, je l'aperçus à l'extrémité d'une longue allée de charmilles. Elle était assise, et son grand voile noir l'enveloppait presque tout entière. « Voici le médecin, » dit la sœur, et elle s'éloigna au même moment. Je m'approchai timidement, car mon cœur s'était serré en voyant ces tombes, et je me figurais que j'allais contempler une nouvelle victime des cloîtres. Les préjugés de ma jeunesse venaient de se réveiller, et mon intérêt s'exaltait pour celle que j'allais visiter en proportion du genre de malheur que je lui supposais. Elle se tourna vers moi, et je fus étrangement surpris en apercevant une négresse. Mon étonnement s'accrut encore par la politesse de son accueil et le choix des expressions dont elle se servait. « Vous venez voir une personne bien malade, » me dit-elle. « À présent, je désire guérir, mais je ne l'ai pas toujours souhaité, et c'est peut-être ce qui m'a fait tant de mal. » Je la questionnai sur sa maladie. « J'éprouve, » me dit-elle, « une oppression continuelle, je n'ai plus de sommeil, et la fièvre ne me quitte pas. » Son aspect ne confirmait que trop cette triste description de son état. Sa maigreur était excessive, ses yeux brillants et fort grands, ses dents d'une blancheur éblouissante éclairaient seules sa physionomie. L'âme vivait encore, mais le corps était détruit, et elle portait toutes les marques d'un long et violent chagrin. Touché au-delà de l'expression, je résolus de tout tenter pour la sauver. Je commençai à lui parler de la nécessité de calmer son imagination, de se distraire, d'éloigner des sentiments pénibles. « Je suis heureuse, » me dit-elle. « Jamais je n'ai éprouvé tant de calme et de bonheur. » L'accent de sa voix était sincère, cette douce voix ne pouvait tromper, mais mon étonnement s'accroissait à chaque instant. « Vous n'avez pas toujours pensé ainsi, » lui dis-je, « et vous portez la trace de bien longues souffrances. »« Il est vrai, » dit-elle, « j'ai trouvé bien tard le repos de mon cœur, mais à présent je suis heureuse. »« Eh bien, s'il en est ainsi, repris-je, c'est le passé qu'il faut guérir. Espérons que nous en viendrons à bout, mais ce passé, je ne puis le guérir sans le connaître. »« Hélas, » répondit-elle, « ce sont des folies. » En prononçant ces mots, une larme vint mouiller le bord de sa paupière. « Et vous dites que vous êtes heureuse ?» m'écriai-je. « Oui, je le suis, » reprit-elle avec fermeté. « Et je ne changerai pas mon bonheur contre le sort qui m'a fait autrefois tant d'envie. Je n'ai point de secret. Mon malheur, c'est l'histoire de toute ma vie. J'ai tant souffert jusqu'au jour où je suis entrée dans cette maison que peu à peu, ma santé s'est ruinée. Je me sentais dépérir avec joie, car je ne voyais dans l'avenir aucune espérance. Cette pensée était bien coupable. Vous le voyez, j'en suis punie, et lorsqu'enfin je souhaite de vivre, peut-être que je ne le pourrai plus. » Je la rassurai, je lui donnai des espérances de guérison prochaine, mais en prononçant ces paroles consolantes, en lui promettant la vie, je ne sais quel triste pressentiment m'avertissait qu'il était trop tard et que la mort avait marqué sa victime. Je revis plusieurs fois cette jeune religieuse. L'intérêt que je lui montrais paraissait la toucher. Un jour, elle revint d'elle-même au sujet où je désirais la conduire. « Les chagrins que j'ai éprouvés, dit-elle, doivent paraître si étranges que j'ai toujours senti une grande répugnance à les confier. Il n'y a
point de juge des peines des autres, et les confidents sont presque toujours des accusateurs. Ne craignez pas cela de moi, lui dis-je. Je vois assez le ravage que le chagrin a fait en vous pour croire le vôtre sincère. Vous le trouverez sincère, dit-elle, mais il vous paraîtra déraisonnable. Et en admettant ce que vous dites, repris-je, cela exclut-il la sympathie? Presque toujours, répondit-elle. Mais cependant, si pour me guérir, vous avez besoin de connaître les peines qui ont détruit ma santé, je vous les confierai quand nous nous connaîtrons davantage. Je rendis mes visites au couvent de plus en plus fréquentes. Le traitement que j'indiquais parut produire quelque effet. Enfin, un jour de l'été dernier, la retrouvant seule dans le même berceau, sur le même banc où je l'avais vue la première fois, nous reprîmes la même conversation, et elle me conta ce qui suit. Ourika. Je fus rapporté du Sénégal, à l'âge de 2 ans, par monsieur le chevalier de B, qui en était gouverneur. Il eut pitié de moi, un jour qu'il voyait embarquer des esclaves sur un bâtiment négrier qui allait bientôt quitter le port. Ma mère était morte, et on m'emportait dans le vaisseau malgré mes cris. Monsieur de B m'acheta, et à son arrivée en France, il me donna à madame la maréchale de B, sa tante, la personne la plus aimable de son temps, et celle qui sut réunir, aux qualités les plus élevées, la bonté la plus touchante. Me sauver de l'esclavage, me choisir pour bienfaitrice madame de B, c'était me donner 2 fois la vie. Je fus ingrate envers la Providence en étant point heureuse. Et cependant, le bonheur résulte-t-il toujours de ces dons de l'intelligence? Je croirais plutôt le contraire. Il faut payer le bienfait, de savoir par le désir d'ignorer, et la fable ne nous dit pas si Galatée trouva le bonheur après avoir reçu la vie. Je ne sus que longtemps après l'histoire des premiers jours de mon enfance. Mes plus anciens souvenirs ne me retracent que le salon de madame de B. J'y passai ma vie, aimée d'elle, caressée, gâtée par tous ses amis, accablée de présents, vantée, exaltée comme l'enfant le plus spirituel et le plus aimable. Le ton de cette société était l'engouement, mais un engouement dont le bon goût savait exclure ce qui ressemblait à l'exagération. On louait tout ce qui prêtait à la louange, on excusait tout ce qui prêtait au blâme, et souvent, par une adresse encore plus aimable, on transformait en qualité les défauts mêmes. Le succès donne du courage. On valait près de madame de B tout ce qu'on pouvait valoir, et peut-être un peu plus, car elle prêtait quelque chose d'elle à ses amis sans s'en douter elle-même. En la voyant, en l'écoutant, on croyait lui ressembler. Vêtue à l'orientale, assise aux pieds de madame de B, j'écoutais, sans la comprendre encore, la conversation des hommes les plus distingués de ce temps-là. Je n'avais rien de la turbulence des enfants, j'étais pensive avant de penser, j'étais heureuse à côté de madame de B. Aimer, pour moi, c'était être là, c'était l'entendre, lui obéir, la regarder surtout. Je ne désirais rien de plus. Je ne pouvais m'étonner de vivre au milieu du luxe, de n'être entourée que des personnes les plus spirituelles et les plus aimables. Je ne connaissais pas autre chose, mais sans le savoir, je prenais un grand dédain pour tout ce qui n'était pas ce monde où je passais ma vie. Le bon goût est à l'esprit ce qu'une oreille juste est au son. Encore tout enfant, le manque de goût me blessait. Je ne sentais avant de pouvoir le définir, et l'habitude me l'avait rendu comme nécessaire. Cette disposition eût été dangereuse si j'avais eu un avenir, mais je n'avais pas d'avenir, et je ne m'en doutais pas. J'arrivai jusqu'à l'âge de 12 ans, sans avoir eu l'idée qu'on pouvait être heureuse autrement que je ne l'étais. Je n'étais pas fâchée d'être une négresse. On me disait que j'étais charmante. D'ailleurs, rien ne m'avertissait que ce fût un désavantage. Je ne voyais presque pas d'autres enfants. Un seul était mon ami, et ma couleur noire ne l'empêchait pas de m'aimer. Ma bienfaitrice avait 2 petits-fils, enfants d'une fille qui était morte jeune. Charles, le cadet, est à peu près de mon âge. Élevé avec moi, il était mon protecteur, mon conseil et mon soutien dans toutes mes petites fautes. À 7 ans, il alla au collège. Je pleurais en le quittant, ce fut ma première peine. Je pensais souvent à lui, mais je ne le voyais presque plus. Il étudiait, et moi, de mon côté, j'apprenais, pour plaire à madame de B, tout ce qui devait former une éducation parfaite. Elle voulut que j'eusse tous les talents. J'avais de la voix, les maîtres les plus habiles l'exercèrent, j'avais le goût de la peinture, et un peintre célèbre, ami de madame de B, se chargea de diriger mes efforts. J'appris l'anglais, l'italien, et madame de B elle-même s'occupait de mes lectures. Elle guidait mon esprit, formait mon jugement. En causant avec elle, en découvrant tous les trésors de son âme, je sentais la mienne s'élever, et c'était l'admiration qui m'ouvrait les voies de l'intelligence. Hélas,
Je ne prévoyais pas que ces 12 études seraient suivies de jours si amers. Je ne pensais qu'à plaire à madame de B. Un sourire d'approbation sur ses lèvres était tout mon avenir. Cependant, des lectures multipliées, celles des poètes surtout, commençaient à occuper ma jeune imagination. Mais sans but, sans projet, je promenais au hasard mes pensées errantes, et, avec la confiance de mon jeune âge, je me disais que madame de B. saurait bien me rendre heureuse. Sa tendresse pour moi, la vie que je menais, tout prolongeait mon erreur et autorisait mon aveuglement. Je vais vous donner un exemple des soins et des préférences dont j'étais l'objet. Vous aurez peut-être de la peine à croire, en me voyant aujourd'hui, que j'ai été citée pour l'élégance et la beauté de ma taille. Madame de B. vantait souvent ce qu'elle appelait ma grâce, et elle avait voulu que je susse parfaitement danser. Pour faire briller ce talent, ma bienfaitrice donna un bal, dont ses petits-fils furent le prétexte, mais dont le véritable motif était de me montrer fort à mon avantage dans un quadrille des 4 parties du monde où je devais représenter l'Afrique. On consulta les voyageurs, on feuilleta les livres de costumes, on lut des ouvrages savants sur la musique africaine, enfin on choisit une kumba, danse nationale de mon pays. Mon danseur mit un crêpe sur son visage. Hélas, je n'eus pas besoin d'en mettre sur le mien. Mais je ne me fis pas alors cette réflexion. Tout entière au plaisir du bal, je dansai la kumba et j'eus tout le succès qu'on pouvait attendre de la nouveauté du spectacle et du choix des spectateurs, dont la plupart, amis de madame de B., s'enthousiasmaient pour moi et croyaient lui faire plaisir en se laissant aller à toute la vivacité de ce sentiment. La danse d'ailleurs était piquante, elle se composait d'un mélange d'attitudes et de pas mesurés, on y peignait l'amour, la douleur, le triomphe et le désespoir. Je ne connaissais encore aucun de ces mouvements violents de l'âme, mais je ne sais quel instinct me les faisait deviner. Enfin, je réussis. On m'applaudit, on m'entoura, on m'accabla d'éloges. Ce plaisir fut sans mélange. Rien ne troublait alors ma sécurité. Ce fut peu de jours après ce bal qu'une conversation, que j'entendis par hasard, ouvrit mes yeux et finit ma jeunesse. Il y avait dans le salon de madame de B. un grand paravent de laque. Ce paravent cachait une porte, mais il s'étendait aussi près d'une des fenêtres, et, entre le paravent et la fenêtre, se trouvait une table où je dessinais quelquefois. Un jour, je finissais avec application une miniature. Absorbée par mon travail, j'étais restée longtemps immobile, et sans doute madame de B. me croyait sortie, lorsqu'on annonça une de ses amies, la marquise de... C'était une personne d'une raison froide, d'un esprit tranchant, positif jusqu'à la sécheresse. Elle portait ce caractère dans l'amitié. Les sacrifices ne lui coûtaient rien pour le bien et pour l'avantage de ses amis, mais elle leur faisait payer cher ce grand attachement. Inquisitive et difficile, son exigence égalait son dévouement, et elle était la moins aimable des amies de madame de B. Je la craignais, quoiqu'elle fût bonne pour moi. Mais elle était à sa manière. Examiner, et même assez sévèrement, était pour elle un signe d'intérêt. Hélas, j'étais si accoutumée à la bienveillance que la justice me semblait toujours redoutable. Pendant que nous sommes seuls, dit à madame de B., je vais vous parler d'Ourika. Elle devient charmante, son esprit est tout à fait formé, elle causera comme vous, elle est pleine de talent, elle est piquante, naturelle, mais que deviendra-t-elle, et enfin qu'en ferez-vous? Hélas, dit madame de B., cette pensée m'occupe souvent, et je vous l'avoue, toujours avec tristesse. Je l'aime comme si elle était ma fille. Je ferai tout pour la rendre heureuse. Et cependant, lorsque je réfléchis à sa position, je la trouve sans remède. Pauvre Ourika, je la vois seule, pour toujours seule dans la vie. Il me serait impossible de vous peindre l'effet que produisit en moi ce peu de paroles. L'éclair n'est pas plus prompt. Je vis tout. Je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans appui, sans un être de mon espèce à qui unir mon sort. Jusqu'ici un jouet, un amusement pour ma bienfaitrice. Bientôt, rejetée d'un monde où je n'étais pas faite pour être admise. Une affreuse palpitation me saisit. Mes yeux s'obscurcirent. Le battement de mon cœur monta un instant la faculté d'écouter encore. Enfin, je me remis assez pour entendre la suite de cette conversation. « Je crains, disait madame de... que vous ne la rendiez malheureuse. Que voulez-vous qui la satisfasse maintenant qu'elle a passé sa vie dans l'intimité de votre société ?»« Mais elle y restera, dit madame de B. »« Oui, reprit madame de... tant qu'elle est une enfant, mais elle a 15 ans. À qui la marierez-vous, avec l'esprit qu'elle a et l'éducation que vous lui avez donnée? Qui voudra jamais épouser une négresse? Et si, à force d'argent, vous trouvez quelqu'un qui consente à avoir des enfants nègres, ce sera un homme d'une condition inférieure.
et avec qui elle se trouvera malheureuse. Elle ne peut vouloir que de ceux qui ne voudront pas d'elle. Tout cela est vrai, dit madame de B, mais heureusement qu'elle ne s'en doute point encore, et elle a pour moi un attachement qui, j'espère, la préservera longtemps de juger sa position. Pour la rendre heureuse, il eût fallu en faire une personne commune. Je crois sincèrement que cela était impossible. Eh bien, peut-être sera-t-elle assez distinguée pour se placer au-dessus de son sort, n'ayant pu rester au-dessous. Vous vous faites des chimères, dit madame de... La philosophie nous place au-dessus des maux de la fortune, mais elle ne peut rien contre les maux qui viennent d'avoir brisé l'ordre de la nature. Ulrica n'a pas rempli sa destinée. Elle s'est placée dans la société sans sa permission. La société se vengera. Assurément, dit madame de B, elle est bien innocente de ce crime, mais vous êtes sévère pour cette pauvre enfant. Je lui veux plus de bien que vous, reprit madame de. Je désire ce bonheur, et vous la perdez. Madame de B répondit avec impatience, et j'allais être la cause d'une querelle entre les deux amis, quand on annonça une visite. Je me glissai derrière le paravent, je m'échappai, je courus dans ma chambre, où un déluge de larmes soulagea un instant mon pauvre cœur. C'était un grand changement dans ma vie que la perte de ce prestige qui m'avait environné jusqu'alors. Il y a des illusions qui sont comme la lumière du jour. Quand on les perd, tout disparaît avec elles. Dans la confusion des nouvelles idées qui m'assaillaient, je ne retrouvais plus rien de ce qui m'avait occupé jusqu'alors. C'était un abîme avec toutes ces terreurs. Ce mépris dont je me voyais poursuivi, cette société où j'étais déplacée, cet homme qui, à prix d'argent, consentirait peut-être que ses enfants fussent nègres, toutes ces pensées s'élevaient successivement comme des fantômes et s'attachaient sur moi comme des furies. L'isolement surtout, cette conviction que j'étais seule, pour toujours seule dans la vie. Madame de B l'avait dit, et à chaque instant je me répétais « seule, pour toujours seule ». La veille encore, que m'importait d'être seule? Je n'en savais rien, je ne le sentais pas. J'avais besoin de ce que j'aimais, je ne songeais pas que ce que j'aimais n'avait pas besoin de moi. Mais à présent, mes yeux étaient ouverts et le malheur avait déjà fait entrer la défiance dans mon âme.